C'est, comme vient de le rappeler Michel Rouget, la 4e session de ces universités d'été, de ces rencontres d'été. Je vous rappelle quelles avaient été les thématiques antérieures pour les petits nouveaux de la classe, pour que vous compreniez qu'il y a une cohérence, je l'espère en tout cas, dans ce que nous faisons depuis 2013. En 2013, justement, nous avions travaillé sur la guerre avant la guerre. C'est-à-dire les quelques années précédant l'entrée en guerre en 1914, avec toutes les questions que cela posait aux États futurs belligérants. C'était presque de l'Uchronie. La deuxième session, en 2014, nous avions travaillé vraiment sur les entrées en guerre. Avec effectivement déjà des cas bien connus, les grands pays belligérants, France, Allemagne, Angleterre, etc., mais aussi, et je salue Stanislas Refernovich qui est là, l'entrée en guerre de petits pays, comme la Serbie par exemple. Petits pays, au sens superficie j'entends. L'an dernier, nous avions pris une thématique résolument diachronique, si vous voulez, sur la période 14-18, puisque nous avions abordé les mers et les océans. C'était une demande thématique importante. C'est vrai que vous prenez, moi je suis membre du Conseil scientifique national du centenaire, quand vous regardez les manifestations scientifiques dans le cadre du centenaire, vous apercevez quand même que tout ce qui est combat à terre, bien entendu, est totalement surreprésenté. On l'a vu encore avec un très gros colloque qui a eu lieu il y a 15 jours à la Sorbonne et au Sénat, mais les océans, les mers sont assez peu abordés. Il y a une grande bataille navale, 31 mai, 1er juin 1916, le Jutland, et puis quelques autres batailles secondaires, mais voilà, l'expérience de guerre, en quelque sorte appliquée aux océans, était intéressante à suivre. Et puis les océans, ce n'est pas seulement un espace de combat, c'est un espace de transport, et ça signifie énormément de choses. C'est un espace économique. Vous savez quelle est l'importance du blocus, mais aussi l'importance de la guerre sous-marine, par exemple, pour expliquer l'entrée en guerre des États-Unis. C'est évident. Bon, aujourd'hui, cette année, nous avons effectivement ciblé sur des thématiques qui semblent, a priori, assez éloignées l'une de l'autre. Guerre industrielle et expérience corporelle, et expérience des corps. Des corps en guerre. Bon, je dois dire que je me suis laissé un peu violenter par cette deuxième thématique, puisque au départ j'y étais assez réticent parce que les approches anthropologiques, soi-disant, de la Grande Guerre me laissent assez dubitatif. Bon, mais voilà, en fait, les deux thématiques sont parfaitement cohérentes, en lien entre elles, bien évidemment. Alors, si vous voulez, pourquoi l'idée, d'une part, d'une industrialisation croissante de la Grande Guerre, à mesurer d'ailleurs, dans la guerre, dans la chronologie guerrière et dans les cas d'espèces, dans les cas de figures nationaux, si vous voulez, parce qu'il est bien évident que nous sommes, nous, en Europe occidentale, totalement focalisés par le front occidental qui invente une forme de guerre, le système tranché, la puissance de l'artillerie, etc. Mais cette forme de guerre, cette forme de combat, vous ne l'avez pas, vous ne le retrouvez pas forcément sur d'autres fronts. Le front oriental, quand je dis front oriental, c'est l'armée d'Orient française, les Dardanelles et Salonique, vous n'avez pas cette même logique d'industrialisation. Et vous l'avez moins encore sur le front donc Est, front entre les Russes d'une part, les Allemands et les Austro-Hongrois, où, si vous voulez, le système tranché n'existe pas de la même manière que sur le front occidental, et où surtout la densité des troupes n'a rien à voir avec ce que l'on connaît sur le front occidental. Et qui dit densité des troupes, dit aussi densité nettement moindre de l'artillerie. Et là, on touche du doigt, Michel a rappelé l'importance que nous verrons tout à l'heure de cette exposition sur l'artillerie. Dès que je prononce le mot artillerie, bien entendu, j'ai en arrière-plan la notion d'industrialisation. Parce que cette artillerie
qui va être jugé en 1915 et en 1916 comme le seul moyen, en attendant les chars, de franchir les tranchées ennemies, de détruire les tranchées ennemies. Eh bien, cette artillerie, il faut bien entendu la produire, mais plus encore que l'artillerie, et je m'excuse d'être aussi concret, les obus. Et les obus, là, vous touchez du doigt, bien évidemment, la production massive d'obus, vous touchez du doigt, la mise en œuvre d'une véritable industrialisation de la guerre. Hein. Et vos obus, bien évidemment, vous les retrouvez dans l'expérience corporelle. Hein, parce que nous allons y revenir, mais 70% des tués et des blessés de la Grande Guerre le sont par éclat d'obus. Donc là, vous avez bien votre chaîne, hein, de la production à la consommation, si tu veux dire. Hein, de la production à la consommation militaire. Et au heurt des corps, et au corps démantelé. Hein. C'est cette chaîne-là que nous avons voulu appréhender, si vous voulez. Hein. Alors, effectivement, nous sommes, à l'évidence, hein, dans ces deux thématiques, dans une relation simple, en fait, de cause à effet. Hein. La souffrance des corps résultant concrètement des effets de l'industrialisation, hein, de la guerre. Notamment des effets de la puissance de l'artillerie. Ça justifie totalement, à mon avis, une approche conjointe. Ceci dit, les questions sont multiples, croisées. Hein. Guerre industrielle, industrialisation de la guerre, ce ne sont pas des expressions équivalentes. Hein. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Il faut effectivement croiser des approches. Est-ce que c'est une guerre de pays industriels entre eux ? Oui, à l'évidence. Dès 1914, sans attendre 1915, sans attendre 1916, à l'exception de la Serbie, vous prenez la première génération de belligérants. Qui sont-ils ? Eh bien, les pays rois de la révolution industrielle. Donc, d'entrée de jeu, y compris la Russie. N'oubliez pas la croissance exponentielle de l'industrie russe dans les années qui précèdent 1914. Donc, d'entrée de jeu, c'est une guerre industrielle. C'est le choc des nations qui ont connu la plus forte croissance industrielle du XIXe siècle. Donc, on n'attend pas, effectivement, la prise en compte d'une artillerie lourde, etc., pour parler de guerre industrielle, et je vais y revenir. Donc, s'agit-il d'une guerre de pays industriels entre eux? S'agit-il d'une guerre de consommation militaire effrénée? Oui, aussi. Mais il suffit, à mon avis, d'observer les opérations militaires pour comprendre pourquoi l'industrialisation est une contrainte. Pourquoi l'industrialisation est un passage obligé. On a une double spécificité du front occidental. Hein. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, d'abord c'est la rencontre des pays rois de la révolution industrielle, mais surtout et plus encore, c'est le front qui connaît le plus grand blocage tactique. Ce blocage tactique, vous l'avez tous en tête, vous l'enseignez peut-être à des élèves, c'est la fameuse ligne de tranchée continue des Vosges à la mer du Nord. 750 km de front bloqué. Les adversaires, les ennemis, ont essayé, au cours de l'été 14, de se surprendre. Hein, guerre de mouvement, la montée politique en Alsace des Français, la montée plein nord des Français pour essayer de tronçonner l'aile marchande allemande du clan Schlieffen, la bataille des frontières, la retraite française, la contre-offensive de la Marne, etc. Vous connaissez tout aussi bien que moi, bien entendu. Et à partir d'octobre, vous avez ce qu'on appelle couramment la course à la mer. C'est pas une bonne expression, parce que la mer n'est pas un but à atteindre. Hein, c'est pas celui qui arrive le plus vite à la mer, c'est pas une course. C'est au contraire les deux ennemis qui essaient de se déborder par l'ouest. Et puis à un moment, ils sont bloqués, parce que les rivages sont là. Bon, à compter de fin octobre 1914, il n'y a plus le moindre mouvement tactique de possible. Le front occidental est verrouillé. Donc, plus question d'attaque surprise. Hein, on ne peut plus tourner l'adversaire, c'est impossible. Comment percer?
puisque l'obsession de tous les généraux de tous les camps, ça va être effectivement de percer, c'est-à-dire de revenir à un système de guerre ouverte. Hein. Tout au long de la guerre, sur le front occidental, on va essayer de sortir des tranchées. Hein. On va essayer d'en sortir par le char, dont vous parlera le colonel Malmassari, éminent spécialiste s'il en est en France. Le char, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est si n'est, Paul, hein, je parle sous ton contrôle, un moyen de franchir les tranchées de l'adversaire. C'est tout. Hein. Et l'autre moyen, eh bien l'autre moyen, c'est l'artillerie. Et une artillerie de plus en plus lourde. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écraser, non pas tant les soldats de l'adversaire, que ces réseaux de fils de fer barbelés, que ces tranchées, que ces nids de mitrailleuses, toutes choses qui empêchent la percée. Et il y a des expériences qui sont menées très précocement, dès les débuts de l'année 15, sur le front de la 4e armée, qui est commandée par Saraï à l'époque, en Argonne, on fait des expériences d'artillerie. Et on constate qu'il faut une centaine d'obus de 75 pour ouvrir une brèche d'une dizaine de mètres dans les barbelés ennemis. Donc, si vous voulez, l'artillerie, et une artillerie encore une fois de plus en plus lourde, est perçue dès la fin de l'année 14 comme le seul moyen de percer. Hein. Et donc vous avez effectivement cette fascination pour l'artillerie, et une artillerie avec des obus de plus en plus lourds, à tir courbe notamment, ce que ne permet pas le 75 français, hein, pour venir à bout des défenses de l'adversaire. Alors bien évidemment, ces canons, et plus encore ces obus, il faut les produire, bien sûr. Hein. Donc ça signifie, au nom de l'impasse tactique militaire, hein, j'y reviens toujours, parce que c'est bien ça qui est le point qui va obliger à une production de plus en plus effrénée. Derrière cette impasse tactique, eh bien, il faut produire et il faut organiser la production, les productions nationales. Hein. Là, je ne voudrais pas trop anticiper sur effectivement ce que vous dira Dominique Barjot, professeur à Paris-Sorbonne. Il faut constamment improviser, me semble-t-il, dans cette production industrielle. Improviser, s'adapter dans l'urgence du court terme. Hein, ce qui ne va pas d'ailleurs sans contradiction, hein, nous y reviendrons. Il faut, par exemple, reconvertir des entreprises. Hein, des entreprises qui fabriquaient, bien entendu, des productions civiles qui vont se reconvertir dans des productions militaires. Hein. Et de ce point de vue-là, je pense que tout le monde le sait à peu près, il y a une réunion qui est absolument déterminante, fondamentale, fondatrice. Hein, c'est la réunion du 20 septembre 1914 à Bordeaux. Le gouvernement est replié à Bordeaux à l'époque, et vous avez le 20 septembre une réunion qui rassemble des décideurs politiques et des chefs des grands chefs d'industrie. Hein. Et le 20 septembre 1914, hein, vous avez déjà une première organisation des productions de guerre en France. C'est-à-dire qu'on répartit les marchés, et les marchés notamment d'obus. Hein. C'est la date, mais je vais y revenir, où Joffre demande 100 000 obus par jour, septembre 14. Et on lui dit, bon, en général, on peut vous en produire au mieux que 50 000 dans 3 semaines. Hein. Donc, effectivement, un décalage, si vous voulez, énorme entre les besoins des militaires sur le terrain et ce que le front intérieur est capable de produire. Donc, adaptation dans l'urgence, contradiction, hein, souvent. Et ça débouche tout ça sur des pratiques industrielles nouvelles. Hein. J'espère ne pas trop déflorer la communication de Dominique Barjot, mais ça passe par quoi? Ça passe par des commandes d'État. Bon, ça passe par l'organisation des marchés. Ça passe par des remises en question profondes du libéralisme. À l'époque, il y a une doctrine économique en vigueur. Hein, le libéralisme. Oh, il y a quelques marxistes à l'époque, d'accord. Mais c'est le libéralisme qui est la doctrine en cours. Et ce libéralisme dit clairement que ça n'est pas à l'État de répartir les marchés. Et bien là, pendant la Grande Guerre, et dès septembre 14, hein, il va y avoir écornement, si je puis
puis dire, au libéralisme en vigueur. Ça sera d'ailleurs encore plus important en Angleterre. L'Angleterre qui a inventé le libre-échangisme en 1842, qui l'a imposé au reste du monde, au reste de l'Europe, en plusieurs décennies, et qui est un des États qui va le plus loin dans la remise en question de ce libéralisme. Avec, par exemple, des main-d'œuvre de plus en plus surveillées, de plus en plus contraintes, de plus en plus orientées vers les secteurs dont l'État a besoin. En Allemagne, cette organisation de l'économie débouche sur ce qu'on pourrait appeler, sans trop forcer le terme, une militarisation de la société, où les militaires passent commande et organisent directement l'économie, y compris par le biais des ersatz, des produits de remplacement. Donc ça, ce sont des questions nouvelles qui ne se posaient pas dans l'avant 1914 et qui vont se poser très rapidement. Deuxième remarque, il faut gérer des questions centrales. Gérer des questions centrales en lien avec cette industrialisation de la guerre, par exemple la question fondamentale des matières premières, bien sûr. Fabriquer des obus, fabriquer des gaz, fabriquer des chars, fabriquer tout ce que vous voulez, ok, mais avec quoi? Avec quelle matière première? Bon, alors, là, le questionnement est différentiel aussi. Il est bien entendu infiniment plus grave pour les puissances centrales, empire allemand, empire austro-hongrois, qui sont de plus en plus soumis à un blocus, que pour les alliés. Mais cette question des matières premières existe aussi pour les alliés. Et cette question des matières premières participe directement de l'industrialisation de la guerre et participe directement de l'économie d'ensemble de la guerre. Blocus d'un côté pour les Alliés, mais guerre sous-marine à outrance pour les Allemands. C'est la réponse qu'ils ont trouvée, il s'agit d'asphyxier l'Angleterre. Quand vous savez que c'est cette guerre sous-marine à outrance qui débouche sur l'entrée en guerre des États-Unis, vous voyez toute l'importance de ces questions économiques. Autre question à régler dans l'urgence, dans cette industrialisation de la guerre, eh bien, la question des main-d'œuvre. Comment faire quand vous avez effectivement 2,5 millions de mobilisés en France en 1914? Par qui remplacer ces 2,5 millions de mobilisés? La question se pose bien entendu aussi dans les empires centraux et ailleurs. Donc recours à des non mobilisables, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 19 ans ou plus de 48 ans. Bon, recours aux immigrés, bien sûr, massivement. Ce sont les premières vagues massives d'immigrés. Recours à la main-d'œuvre coloniale, nous y reviendrons. Recours aux femmes, bien évidemment, et recours aux prisonniers de guerre. Nous y reviendrons cet après-midi dans les thématiques sur la main-d'œuvre. Voilà quelques mots simplement d'introduction de problématiques, si vous voulez, pour vous faire toucher du doigt un certain nombre de questions. Et puis, pour continuer, je voudrais aller voir l'industrialisation là où on ne la voit pas forcément. Alors, pas seulement dans les productions, mais je voudrais m'intéresser maintenant aussi à ce que l'industrialisation signifie sur le terrain du combat pour faire le lien justement avec les corps en guerre. Alors, quelques mesures déjà de cette industrialisation de guerre. N'oublions jamais la massification des armées nationales de l'époque. Parce que d'entrée de jeu, vu la masse des soldats appelés à la guerre, d'entrée de jeu, cette guerre est forcément industrielle, par la massification. Donc, une armée française d'à peu près 850 000 hommes en temps de paix qui passe soudainement à 2,5 millions à la mobilisation. Ça signifie, vous voyez, les efforts en amont, les efforts de vêtements, les efforts d'équipement, etc. On a la même chose pour l'armée allemande. Une armée allemande du temps de paix, 382 000 hommes en 1875, 810 000 hommes en 1914, avant la mobilisation. Bon, tous ces gens, il faut bien entendu les nourrir, les équiper, etc. Autre remarque, si vous voulez,
quelques indicateurs de production. En 1914, je m'intéresse bien entendu notamment à l'artillerie. En 1914, la consommation quotidienne d'obus de 75, simplement d'obus de 75 en France, oscille entre 30 000 et 65 000 obus par jour. Je vais revenir plus tard sur le prix d'un obus de 75. Parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, il faut ramener ça notamment au pouvoir d'achat ouvrier de l'époque. Bon, en 1918, de cette consommation quotidienne à 30 ou 65 000 obus par jour, de 75, nous sommes passés à 130 000 obus de 75 par jour. Consommation, c'était réellement tiré, ce ne sont pas des stocks. C'est ce qu'on tire chaque jour en 1918. Donc, production de cartouches d'infanterie, 160 millions par mois en 1917, 1918, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples, mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une production de masse. Et il s'agit d'une production de masse d'autant plus que l'armée française ne doit pas passer commande pour elle-même, mais doit passer commande aussi pour des armées alliées. Nous fournissons des obus aux Serbes, nous fournissons des obus aux Russes, nous allons fournir énormément de matériel aux Américains. L'armée américaine qui rentre en guerre le 4 avril 1917 n'existe pas. Elle est plus petite que l'armée bavaroise, et elle n'a pas de matériel. Bon, donc elle a un excellent fusil réglementaire, mais c'est à peu près tout. Tous les matériels lourds seront soit français, soit anglais. Et nous fournissons donc aux Américains 620 canons de 75, 8 millions d'obus, 260 canons de 155, 1 million d'obus, etc. Alors ça pourrait être une longue litanie de chiffres, mais vous comprenez bien que c'est capital de commencer par cette longue litanie de chiffres. Sinon, on ne comprend pas cette industrialisation de la guerre. Sur la durée de la guerre, en France, c'est pas moins de 4 programmes d'artillerie successifs. L'un étant remplacé très vite par un autre, plus moderne, entre guillemets, au bout de quelques mois. Ce qui, bien entendu, au passage, signifie des réflexions permanentes et des adaptations permanentes. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, comment alimenter industriellement la bataille. Là, on a des choses tout à fait étonnantes aussi. Depuis les offensives de 1915, le principal objectif des artilleries, françaises notamment, anglaises, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anéantissement des défenses ennemies. C'est-à-dire l'anéantissement, c'est fortification de campagne. Fortification de campagne, c'est ce qu'on appelle la tranchée en langage courant. Quand vous regardez les types d'obus utilisés, vous voyez très bien qu'effectivement, il y a, au fur et à mesure que la guerre avance, plus du tout la même stratégie. Au début de la guerre, août-septembre 1914, l'armée française tire 60% de ses obus de 75 à shrapnel, c'est-à-dire 60% d'obus antipersonnels. C'est-à-dire ces obus à shrapnel, ce sont ceux qui éclatent en l'air. Ils éclatent à une cinquantaine de mètres en l'air et ils projettent, avec une violence extrême que vous devinez, une centaine de billes de plomb. C'est-à-dire que ce sont des obus antipersonnels. Bon, eh bien en août-septembre 14, on utilise essentiellement des obus antipersonnels. Passé 1915, on utilise 60% d'obus explosifs. C'est-à-dire que ce n'est plus le fantassin de l'adversaire qui est visé, c'est la tranchée de l'adversaire. C'est le mine-mitrailleuse de l'adversaire. C'est le système barbelé de l'adversaire qui est tranché, qui est visé, pardon. Et puis on utilise de plus en plus d'obus à gaz. Et ça, vous comprenez bien la chimie qu'il y a derrière. Vous imaginez aussi les efforts que doit faire la France dans ce registre, puisque en 1914, on s'aperçoit que la France est totalement dépendante de l'Allemagne pour un certain nombre de produits chimiques. Et que 80% des produits de base de la chimie lourde proviennent d'Allemagne.
y compris d'ailleurs la teinture pour le fameux pantalon Garance. Hein, quand on nous dit les petits producteurs de Garance du sud-est, par contre, non, les producteurs de Garance, depuis 1885, c'est fini. Hein. Les pantalons rouges sont teints avec de la teinture allemande. C'est gênant. Hein. Bon, mais vous imaginez pour produire des obus à gaz, hein, à partir de 1916, une fois qu'on a passé les nappes dérivantes. Hein. Donc des efforts considérables en termes d'aménagement de l'industrie, en termes d'adaptation de l'industrie, pour suivre l'adversaire, en quelque sorte. Les tactiques militaires influent aussi, bien entendu, sur l'industrialisation de la guerre. À partir du moment où vous avez ce postulat que j'ai déjà dit, sur lequel je reviendrai encore sans doute, qu'on ne peut vaincre l'ennemi qu'en écrasant ses tranchées. Ça signifie que toute tentative d'offensive est marquée par des consommations d'obus que l'on imagine à peine. Je m'explique. Offensive française de Champagne, 22-27 septembre 1915. À mon avis, cette offensive de Champagne, on en reparlera sans doute avec Paul Malmassari, mais je crois que c'était la vraie bataille fondatrice en quelque sorte de l'industrialisation de la guerre. C'est pas Verdun, c'est avant. Hein. Eh bien, les Français, sur 35 km de front, tirent 1 700 000 obus. À Verdun, la préparation d'artillerie française dure 3 jours en Champagne. À Verdun, les Allemands changent de tactique, parce que là, une préparation d'artillerie très courte, 9 heures de tir seulement, au lieu de 3 jours. Et alors, la densité de tir est impressionnante. À Verdun, donc le 21, dans la seule journée du 21 février 1916, sur un front très réduit de 12 km seulement. Hein, 1400 pièces, et on estime qu'il y a 1 million d'obus tirés en 9 heures. Ça signifie, vous voyez ce que ça signifie pour les corps du combattant, des combattants, ça signifie 1 million de fois en 9 heures une explosion qui peut démanteler des corps sur un front de 12 km. Hein. L'offensive allemande, toujours sur Verdun, du 23 juin 1916. À bien des égards, cette dernière offensive allemande sur Verdun, juin, est beaucoup plus dure encore que celle du 21 février. Hein. Pour le grand public, Verdun, c'est le 21 février. Non, moi je pense que c'est le mois de juin. C'est le dernier coup de boutoir des Allemands. C'est là où ils s'approchent le plus de la ville de Verdun. Ils arrivent à Souville, au fort de Souville. Et ils mettent le paquet, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils savent que l'offensive franco-anglaise de la Somme va se déclencher. Hein, et il leur faut, si vous voulez, un contrepoids. Donc le 23 juin 1916, 100 000 obus aux phosgènes, c'est-à-dire ces nouveaux obus à gaz, infiniment plus dangereux encore que l'hypérite. On estime que sur l'ensemble de la bataille de Verdun, en tout cas jusqu'à décembre 1916, puisque pour ma part je considère que la bataille de Verdun ne se termine qu'au mois d'août 1917, mais on estime qu'il y aurait eu quelque chose comme 40 millions d'obus tirés sur ce champ de bataille. 40 millions d'obus qu'il faut bien entendu produire. Sur la Somme, 1500 pièces britanniques au 1er juillet. Les Britanniques, sur un front de 25 km, tirent 1,5 million d'obus le 1er juillet. Les Français, sur la Somme aussi. N'oubliez pas que c'est une offensive conjointe franco-anglaise, que la part des Français aurait dû être théoriquement infiniment plus grande s'il n'y avait pas eu Verdun. Hein, puisque les Français auraient dû engager 49 divisions, ils en engagent 18. Bon, vous savez aussi que les Français progressent plus que les Anglais à la Somme. Hein. 1449 pièces françaises le 1er juillet sur un front de 15 km. Donc là, vous retrouvez la densité d'artillerie des Allemands à Verdun. Hein. Et 380 000 obus dans la journée. Bon, encore une fois, je ne veux pas vous lasser avec ces chiffres, mais comprenez bien ce qu'il y a derrière, ce qu'il signifie. Ce qu'il signifie notamment pour les combattants de terrain. Et avec le docteur Long, nous verrons les ravages sur les corps de ces obus.
ces nombreux projectiles, il faut effectivement les approvisionner, les produire, bien sûr. Et on va, et nous en reparlerons sans doute avec Dominique Barjot, on va sous-traiter à des industriels privés. Pourquoi? Parce que en 1914, vous avez en tout et pour tout en France 30 entreprises qui fabriquent des obus, dont notamment des arsenaux nationaux, qui, bien évidemment, ne suffisent pas. Pensez que chaque pièce de 75 en août 1914 est approvisionnée à 1300 coups, et qu'on estime que ça suffira pour l'ensemble de la guerre. 1300 coups par pièce. Pour vous donner un contrepoint, dans les combats de la bataille de la Marne, y compris tout près d'ici sur Meaux, certaines pièces de 75 tirent à 200 ou à 300 coups par jour. Donc vous voyez, le stock de 1300 coups prévu pour l'ensemble de la durée de la guerre, voilà, en 3 jours c'est fini. 3 jours de combat c'est fini. Hein? Donc il faut produire en masse, et il faut donc sous-traiter. Hein? Vous avez là, effectivement, des phénomènes de reconversion d'industrie. Hein, je parlerai tout à l'heure d'un cas que je connais, à Limoges, hein, Limoges, ville de la porcelainerie à l'époque, dont un certain nombre de producteurs de porcelaine se reconvertissent en tourneurs d'obus. Ça ne va pas de soi, vous voyez. Hein, Dominique Barjot, c'est bien que faire passer une entreprise de la production de porcelaine au tournage d'obus, ça pose quand même des petits problèmes. Et du coup, qu'est-ce que ça pose comme problème sur le terrain? Eh bien, ce qu'on appelle le shell scandal en Angleterre, le scandale des obus, ce que l'on appelle la crise des éclatements en France. Parce que les normes industrielles données aux producteurs sont très larges. Il faut produire vite. Donc on ne produit pas bien. Hein? Et on ne produit pas bien avec des industriels ne sachant pas produire des obus. Ne sachant pas bien. Alors ils apprennent vite, hein, je suis d'accord. Mais voilà, vous avez des problèmes extrêmement importants. Cette crise des éclatements est particulièrement flagrante en France, dans l'armée française, au printemps 1915. Hein, où, au printemps de 1915, vous avez, si vous voulez, un éclatement de tubes, hein, par mauvaise fabrication d'obus, tous les 3000 coups. C'est énorme. C'est énorme. En 1916, cette crise des éclatements est provisoirement repoussée, et vous n'avez plus qu'un éclatement tous les 26 000 coups, pour vous donner une comparaison. Hein? Mais c'est fragile, parce que en août 1916, on retrouve une crise des éclatements, hein, avec un éclatement tous les 6 000 coups. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour l'instant, mais ça tient, si vous voulez, aussi à des changements de technologie manufacturière dans la métallurgie. Hein, c'est-à-dire qu'on passe des obus sur les moulés, des obus tournés, pardon, aux obus moulés. Bon, c'est la technologie sidérurgique, mais ça signifie des adaptations, bien entendu. Ce que l'on ne voit pas non plus, toujours, ce que le grand public ne voit pas toujours de cette industrialisation de la guerre, ce sont les transformations profondes du front, de par le fait de cette industrialisation. Je m'explique. Produire des obus, c'est bien. Les produire en quantité de plus en plus astronomique, c'est mieux. Mais vous comprenez bien que pour préparer une offensive, ou même pour la quotidiennité, hein, chaque armée reçoit par exemple des lots de munitions, d'obus, tous les 10 jours. Hein? Bon, il faut donc de la logistique. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire. Le logisticien commence à devenir ce qu'il est aujourd'hui dans toutes les armées du monde, le roi de la bataille. C'est pas le porteur de fusil d'assaut qui est le roi de la bataille aujourd'hui. Hein, ce sont les services de renseignement, les forces spéciales et le logisticien. Donc vous voyez apparaître sur les arrière-fronts des deux côtés, hein, des espaces de transport de munitions, des espaces de stockage. Vous voyez en France 3 grandes gares
spécialisés dans la centralisation des munitions, qui sont répartis par zone d'armée, si vous voulez, par grande zone des armées. Vous avez la gare de Vèvres, qui se trouve en Haute-Saône, en gros pour les armées, les groupes d'armées de l'Est. Vous avez la gare de Brienne, dans l'Aube, la même gare que là où le jeune Bonaparte a fait sa scolarité. Et vous avez la gare de Formerie dans l'Oise. Ces trois gares ne traitent que des obus. Sont spécialisées, si vous voulez, dans la centralisation, le stockage d'obus de tout calibre, bien évidemment. Il faut aussi aménager les fronts arrière, les arrière-fronts, pardon. C'est-à-dire qu'il faut construire des voies ferrées. Et donc, construction de voies ferrées, ça veut dire sidérurgie, bien sûr. Alors, on construit des voies ferrées à voie normale, on construit aussi beaucoup de voies ferrées à voie étroite, bien évidemment. Quand même, sur la durée de la guerre, pour le seul côté français, 8420 km de voies supplémentaires. C'est pas rien. Et 8420 km uniquement dédiés au transport industriel, je dirais, des matières de guerre, des produits de guerre. Il faut aussi construire des épis pour les pièces de plus en plus lourdes, ce qu'on appelle l'artillerie à très longue portée sur voie ferrée. Donc vous imaginez l'aménagement de l'espace de guerre. C'est-à-dire que à la fin de la guerre, en 1918, le front, c'est plus seulement la ligne de feu. Le front, c'est plus seulement la ligne de feu, c'est plus seulement les lignes de contact entre adversaires, entre fantassins. Ils ne se voient pas toujours, vous savez, le combat rapproché, c'est une fiction, la Grande Guerre. Mais ils sont à 400, 500, 600 mètres les uns des autres. Mais à l'arrière, vous avez les deuxième, troisième, quatrième lignes de défense. En Argonne, par exemple, les Américains, dans l'offensive Meuse-Argonne de 18, se heurtent à 5 lignes de défense successives, chacune étant composée de plusieurs lignes de tranchées emboîtées. Vous imaginez, le système défensif, c'est impénétrable, bien sûr. Mais l'arrière-front se complexifie aussi, avec un espace de guerre qui n'est pas un espace de combat, bien sûr. Les troupes que vous trouvez là sont des troupes non combattantes, mais ce sont elles qui approvisionnent la bataille, qui alimentent la bataille, et c'est bien entendu l'industrialisation de l'arrière qui rend possible tout cela. Alors, je vous avais promis quelques chiffres de coûts d'obus. C'est quand même assez impressionnant, parce qu'un obus de 75, c'est 120 francs de l'époque. Bon, l'inflation est très forte sur la durée de la guerre, mais si on se réfère au franc or de 1914, 120 francs, je parle sous le contrôle de Dominique Barjot, on doit être à un mois de salaire ouvrier à peu près, non quelque chose comme ça. Un obus, un mois de salaire. Si on rapportait ça à l'équivalent SMIC aujourd'hui, si vous voulez. Et encore, s'agit-il de l'obus le moins sophistiqué, l'obus produit le plus massivement. Si je vais voir du côté de l'obus de 155, je suis à 450 francs par obus. Et si je vais voir du côté de l'obus de 400, alors, il est rarissime, je suis d'accord. Mais c'est quand même ces pièces de 400 sur voie ferrée qui vont bombarder le fort de Douaumont quand il est occupé par les Allemands, qui vont percer la voûte de Douaumont. Ce sont ces mêmes obus de 400 qui vont, en avril 1917, bombarder le tunnel du Mont Cornillet que les Allemands avaient creusé à flanc de pente de ce qu'on appelle les monts de Champagne, dans la région de Reims. Vous savez, nous sommes un peu vantards en Champagne. Dès que ça dépasse 300 mètres, on parle de montagne. Donc ces obus sont rares, mais un obus de 400, 3000 francs. C'est-à-dire que là, on est à 2 ans de salaire ouvrier. Voilà, il faut prendre conscience aussi de cette industrialisation qui a un coût, bien évidemment. Voilà ce que je voulais préciser
sur quelques indicateurs, si vous voulez, chiffrés, mais pas seulement, de cette industrialisation de la guerre. Continuons avec ce que signifie aussi que l'industrialisation en termes d'organisation. Et d'organisation sans, encore une fois, trop déflorer, mais je ne veux pas que je ne fasse qu'aborder quelques lignes, hein, sans déflorer la communication de 2 minutes par jour. Il faut organiser les hommes, il faut organiser les institutions. Et de ce point de vue, on a donc des programmations d'artillerie, hein, je reviens toujours sur cette question de l'artillerie pour l'instant. On a une programmation en gros tous les 6 mois. C'est-à-dire que vous avez des programmes d'artillerie qui sont modulés en fonction des besoins du terrain, hein, et qui s'adaptent. Et là, il y a des personnages tout à fait clés, tout à fait discrets, qui sont absolument inconnus aujourd'hui, mais qui, à mon sens, ont été les vrais vainqueurs de la Grande Guerre. Alors, si je vous dis, par exemple, le colonel Payer, P-A-Y-E-U-R, colonel Payer, allez, faites-moi plaisir. Qui connaît le colonel? Qui connaît le colonel Payer? Bon, moi, avant de préparer cette communication, je ne connaissais pas. Eh bien, le colonel Payer joue pourtant un rôle absolument déterminant. Il n'a même pas fini général. Hein? Le colonel Payer est donc au sous-secrétariat de l'artillerie, hein, auprès d'Albert Thomas, au printemps 1915. Et c'est Payer qui coordonne les différents partenaires industriels. En gros, si vous voulez, c'est un colonel qui arbitre l'économie mixte qui est en train de se mettre en place à ce moment-là. Bon. Le général Jean Dumézil, un peu plus connu, inspecteur des études techniques de l'artillerie, donc adjoint aussi à Albert Thomas. Albert Thomas est entouré d'une quinzaine de généraux, hein, techniciens artilleurs. Bon, et effectivement, le général Jean Dumézil va lui aussi coordonner avec d'autres les programmes d'armement. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une spécificité française. Je me garderai bien d'en faire un anachronisme, mais quand même, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. La réglementation française de 14-18 est déjà d'une lourdeur infernale. Les normes de production sont déjà là, je vous promets. Et justement, l'intelligence d'un gars comme le colonel Payer, et bien souvent, c'est de tourner la réglementation. Il ne l'applique pas, parce qu'elle est inapplicable. Hein? Trop de lois tue la loi, on le sait en France. Bon, donc, vous avez là des gens intelligents qui forgent une économie mixte de terrain spontanément. Il n'y a pas de pensée théorique derrière, si vous voulez. Hein, l'industrialisation, elle se fait à coup de réactions spontanées de quelques personnes intelligentes. Hein, donc ça, c'est tout à fait passionnant à suivre. Et pour l'historien, il y aurait, à mon sens, de gros travaux à faire sur ces thématiques qui sont bien ignorées. Hein. On parle de la brutalisation, on parle de... Hein, mais non, d'ailleurs, voilà, là on fait de l'histoire. Hein. Bon, donc ça signifie organisation de groupements industriels, ça signifie des fonctionnements de groupes civilo-militaires, hein, avec le groupe Schneider centré sur la Saône-et-Loire, avec le groupe des aciéries et forges de la marine et d'Aubécourt, que connaît parfaitement Dominique Parchot. Tout ça, il faut produire ces armements dans le cadre d'une économie mixte. Il faut produire aussi des armements légers, et on les oublie souvent. Hein, on dit l'artillerie, signe de l'industrialisation. Oui, mais programme de modernisation du fusil réglementaire de l'armée française. Le Lebel, vous savez, il est quasiment déjà dépassé quand il est mis en dotation. Hein, il est doté d'un
c'est une arme précise, c'est une arme robuste, ok, très bien, mais il est doté d'un système d'approvisionnement Kropatschek, en gros un magasin tubulaire sous le canon, pas commode du tout à charger par rapport à la carabine K98 allemande, qui a une lame chargeur infiniment plus pratique, etc. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'on réfléchit dès la guerre au remplacement du Lebel, par une arme plus moderne. Il y a eu le Berthier modèle 1907 qui montrait la voie, mais les Français vont être les premiers à expérimenter un fusil semi-automatique. C'est-à-dire un fusil dont vous n'avez pas à manœuvrer la culasse à chaque fois pour recharger, mais c'est le système d'emprunt des gaz. Vous tirez votre première cartouche, vous avez recul de la culasse par emprunt des gaz et retour de la culasse dans la foulée par un ressort récupérateur. Bon, c'est extrêmement moderne. C'est l'armée américaine qui va être finalement la première à passer au fusil semi-automatique en 1936 avec son modèle Garand, mais les Français y ont pensé dès 1917. Alors pourquoi ils n'y passent pas? C'est pas par impossibilité technologique, c'est pas par impossibilité productive industrielle, c'est parce qu'on a peur que ça coûte trop cher. Si je dote mon soldat d'un fusil semi-automatique, on se dit, il va tirer n'importe quand, n'importe comment, il va dépenser beaucoup trop de cartouches. Donc là aussi, impératif industriel, vous voyez. On a un fameux plan Grenade en janvier 1916. C'est capital, parce qu'on sait très bien que la grenade, c'est l'arme reine du combat rapproché. C'est pas le couteau. Ceux qui vous disent ça, c'est qu'ils ont jamais véritablement fait du combat rapproché. Moi non plus d'ailleurs. Enfin, je rappelle que l'enseignement du combat au couteau ne sera fait que durant la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre des SAS, des Special Air Service de l'armée britannique. Il n'y a pas d'enseignement au combat au couteau avant. Bon. Donc, multiplication de la production de grenades. En 1918, vous n'avez pas moins de 32 modèles de grenades dans l'armée française. Alors, il faut dire qu'on était très en retard en 1914. Bon, mais vous voyez, l'effet rattrapage industriel, là encore. Et ça, bien entendu, ça va faire transition avec ce que je voulais dire ensuite, ça a des répercussions sur l'organisation de terrain, les unités combattantes. C'est-à-dire que à partir du 27 décembre 1916, eh bien, chaque compagnie française est dotée de 32 grenadiers, c'est-à-dire 32 soldats qui sont spécialisés dans le grenadage, soit à fusil, les fameux tromblons Viven-Besser, soit à main. Donc vous voyez, l'industrialisation et la production, qui est demandée, bien entendu, par le terrain, mais vous avez un mouvement d'aller-retour. Le terrain demande des grenades, les combattants de terrain demandent des grenades, on va leur produire à l'arrière, et ensuite, ça vous permet des modifications de structure de l'armée française. Ce mouvement de va-et-vient entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière, est, à mes yeux, capital dans, si vous voulez, l'industrialisation de la guerre. Sans parler, bien évidemment, de la révolution de l'aéronautique, sans parler des chars, sans parler de l'artillerie de tranchée, etc. Il y aurait encore bien des choses à dire. Mais ça signifie, et c'est mon avant-dernier point, que ces manifestations d'industrialisation sont vécues par les combattants. Ils le ressentent, si vous voulez, au niveau du terrain. Et ils le ressentent aussi bien en Allemagne qu'en France par des organisations radicalement différentes à partir de 1916 de ce qu'elles étaient jusqu'à 1914. Alors, faisons une petite comparaison, si vous voulez. France-Allemagne. On retrouverait à peu près les mêmes évolutions dans l'armée britannique, un peu moins dans l'armée russe, parce que justement, une armée déjà désindustrialisée, si je puis dire. D'abord, et le docteur Long nous en reparlera, le moyen de protection, c'est-à-dire le passage du képi au casque à brillant ou au casque d'acier en Allemagne. Voilà encore un signe évident de l'industrialisation. Alors il y a une phase de transition que vous connaissez sans doute,
c'est l'épisode des cervelières. On se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de soldats, surtout au début de la campagne, par ces obus à shrapnel dont je vous parlais tout à l'heure, énormément de soldats blessés par des blessures au crâne, donc on cherche à protéger ces soldats. Solution transitoire en France, c'est une petite coupole de métal qu'on met sous le képi, pour protéger la boîte crânienne. Ça ne marche pas. Les soldats s'en débarrassent, ça les gêne, on en retrouve plein sur le terrain. La vraie révolution, c'est le casque Adrien, du côté français. Et ce qui m'intéresse dans le casque Adrien, c'est d'une part qu'il évite, mais vous nous en reparlerez sans doute, un grand nombre de blessures de la boîte crânienne, bien sûr. Pourtant, c'est du métal embouti. C'est pas très épais, c'est pas très costaud, par rapport au casque allemand en acier. Bon. Mais il évite quand même de graves blessures. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir les procédés productifs. Parce qu'il est sous-traité par Adrien à de très nombreuses entreprises d'embouttissage, de tôle. Adrien, c'est un saint. L'intendant général Adrien, il invente non seulement le casque, qui sauve des vies humaines en nombre considérable, il invente aussi la fameuse baraque Adrien, qui va permettre aux régions dévastées de se reconstruire, et Adrien a renoncé à toute royalty sur ces deux produits. Donc Adrien aurait pu finir multimilliardaire, et il ne touchera pas un sou là-dessus. Bon, fin de la parenthèse Adrien. Donc, la protection des boîtes crâniennes, mais aussi les évolutions d'armement et de structures organisationnelles, si vous voulez, dans les deux armées. Passons sur la couleur de l'uniforme, passons rapidement. Le Feldgrau est introduit dans l'armée allemande en 1910. En ce qui concerne l'armée française, vous savez qu'il y a les premières expériences d'uniforme discret, le fameux uniforme Reseda, dès 1902, 1903, 1906, il y a plusieurs expériences. Je vous rappelle, on l'avait déjà dit dans les années précédentes, mais j'aime bien me faire plaisir. Ce ne sont pas les militaires qui ne veulent pas de cet uniforme discret. Ce sont les hommes politiques. Ce sont les députés et ce sont les journalistes qui n'en veulent pas. Ils trouvent que ce n'est pas assez national comme uniforme. Donc les militaires, eux, veulent d'un uniforme discret avant la guerre. Mais voilà, ça n'est pas fait. En 1914, on a toujours le pantalon rouge modèle 1867. Bon, on passe rapidement, début 1915, à un uniforme bleu horizon, qui est, là aussi, c'est extrêmement intéressant de suivre dans le détail productif, industriel. Parce qu'on demande des colorants couleur kaki, si vous voulez, on demande aux Anglais de nous en fournir. Et puis ils ne veulent pas ou ils n'en ont pas assez. Donc on se tourne vers des stocks existants. Et qu'est-ce qu'on a comme stock existant? Eh bien on a cette espèce de bleu pisseux qui devient le bleu horizon. En fait, c'est une réutilisation de stock de tissus militaires. Voilà, là aussi c'est extrêmement intéressant. Mais en termes d'organisation des unités, on voit des progressions absolument faramineuses de l'industrialisation de la guerre, je dirais, sur le terrain. Aussi bien côté allemand que côté français. On a, comme je l'ai dit à l'instant, de multiples grenades à main, à fusil. On a des fusils mitrailleurs. Le fusil Chauchat 1915 français est le premier exemplaire jamais commercialisé. Et là encore, extrêmement intéressant d'en suivre la genèse industrielle, parce qu'il est sous-traité à une firme qui s'appelle Gladiator. Il est fabriqué très rapidement avec des matériaux, il faut bien le dire, de piètre qualité. C'est-à-dire que vous avez du métal embouti. Alors ça va très vite à produire, c'est super. Parfois ça pose des enrayements. Mais il n'empêche, le Chauchat est le premier fusil mitrailleur moderne du monde. Et il est français. Il n'y a pas qu'en football qui sont capables de gagner des victoires. Je dis ça parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Même dans mon petit village de 1800 habitants, ça a été l'hystérie collective. Bref, le passage à la production du fusil mitrailleur est quelque chose de capital pour l'ensemble du combat terrestre depuis 1914.
puisque ça vient donner aux fantassins une puissance de feu qu'ils n'avaient jamais eue. Hein? Alors du coup, passons sur les mitrailleuses, hein, bien entendu, c'est encore plus évident. En Allemagne, il y a 2200 mitrailleuses à la mobilisation de août 14, il y en a 32 000 au début 18, il y en a 28 000 côté français. Bon, bref, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres là non plus. Hein. Mais vous comprenez bien que la transition, si vous voulez, se fait entre des unités de combat de type 1914, une section française de 1914, c'est 240 hommes. 240 hommes indifférenciés. Ils sont tous soldats. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le vocabulaire militaire de l'époque, on parle en baïonnettes. J'ai 240 baïonnettes sous mes ordres. Hein, dit un capitaine. Bon. 1915, c'est fini. Les soldats sont spécialisés et ils sont moins nombreux. Et c'est vrai en Allemagne comme en France. Une section française, j'ai dit une section, Paul, compagnie, une compagnie française de 1916, de la fin de l'année 16, c'est 170 hommes. Et là-dedans, vous avez désormais 32 grenadiers, à fusil ou à main. Vous avez une nouvelle organisation en demi-section et en escouade. C'est-à-dire que le résultat de cette industrialisation de la guerre, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est l'arme produite industriellement qui fait la structure de combat. C'est-à-dire que les demi-sections, les escouades, sont organisées soit autour d'un tireur FM et de ses pourvoyeurs, soit autour de grenadiers et de ses pourvoyeurs. Et donc, vous comprenez bien que les techniques de combat sont radicalement différentes. Hein, à partir de 1915, et pas de 1916. Hein. Voilà, j'ai coutume de dire que dans ces questions extrêmement importantes de l'industrialisation de la guerre, 1914, fin 14, identifie les problèmes, 1915 tente de les résoudre, et 1916 les applique. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on pourra en rediscuter. Donc des effectifs en chute. Pourquoi? Parce qu'on a une crise des effectifs, parce qu'il y a plein de soldats qui ont été tués, surtout en 14, hein, je vous rappelle que c'est l'année la plus meurtrière. Hein. Août, septembre, octobre, novembre 14, perte de l'armée française cumulée, tués, blessés, prisonniers, disparus. Vous êtes à 100 000 morts, vous êtes à 100 000 pertes, pardon, par mois. Hein. Bon, donc crise des effectifs, donc une division d'infanterie française en 1914, c'est 16 000 hommes. La même division d'infanterie française 1918, c'est 12 000 hommes. Voilà. Et idem en Allemagne. Hein, vous avez diminution drastique des effectifs. Mais réorganisation complète au sein de ces unités par l'industrialisation de la guerre, par la fourniture de matériel nouveau. Voilà ce que je voulais dire. Il nous reste encore quelques minutes. Simplement, déplaçons-nous encore plus au ras du sol. Hein. Maintenant, qu'est-ce que le combattant voit dans son corps, pour le coup, de l'industrialisation de la guerre? Hein. Vous avez compris, selon le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, de 70% de tués et de blessés par éclat d'obus, que ce qu'il perçoit dans sa chair, dans son vécu personnel, le vrai combattant, c'est d'abord et avant tout le flot ininterrompu d'obus. La Grande Guerre, c'est un duel d'artillerie, d'abord et avant tout. Joubert dit cela très bien. Les tranchées ne servent pas à combattre, les tranchées servent à veiller. C'est un lieu de surveillance de l'ennemi, la tranchée. Ça n'est que rarement un lieu véritablement de combat. Hein, je suis peut-être un peu iconoclaste en disant ça, mais il faut le rappeler, le combat de tranchée est rare finalement. En revanche, le duel d'artillerie, lui, il est quotidien, il est permanent. Hein, et c'est ce que subissent effectivement les soldats, tant français qu'allemands, qu'anglais, bien évidemment. Hein.
les sentiments, si vous voulez, de nos combattants peuvent être extrêmement divers et variés. Ça peut être un sentiment d'admiration face à la puissance de feu, à sa propre puissance de feu de son camp, ou à la puissance de feu de l'adversaire. Hein. Exemple, à Verdun, Paul Voivenel témoigne avec un de ses camarades, il est dans l'artillerie lourde, et il tombe sur un culot d'obus de 380 allemands. Symbole en quelque sorte de la puissance industrielle allemande aussi. Et le camarade de Voivenel nous dit, il revient admiratif, c'est beau ce truc-là, hein, dit-il. Marchandise fameuse, ça pèse plus de 50 kilos. Donc là, vous avez un témoignage d'admiration devant une technique industrielle. Hein, idem, Maurice Bedel, qui est un simple soldat que j'aime bien, parce qu'il a un regard assez acéré sur la guerre. Quand il décrit les préparatifs de l'offensive de Champagne en septembre 1915, je le cite, « La préparation de l'attaque a été un chef-d'œuvre du genre. Toute la région de Soins à Beauséjour a été recouverte de voies ferrées, le ravitaillement en obus fut en tout point parfait, la préparation d'artillerie coûta 700 000 obus. On admet qu'une prochaine offensive de ce genre en dépenserait 5 millions. » Vous avez là vécu par le terrain ce que je vous disais tout à l'heure, de cet aménagement nécessaire de l'arrière-front par l'industrialisation de la guerre. Et puis vous avez effectivement les merveilleux témoignages de Maurice Genevoix sur les éparges dès 1915. Les éparges, quelque part, c'est Verdun un an avant, hein, puisque la crête des éparges est un tout petit front, 1200 mètres de long sur 300 mètres de large, mais une puissance de feu accumulée qui est gigantesque, rapportée au terrain. Et je ne vois dans ces différents témoignages, et notamment un témoignage tardif, que je vous conseille parce qu'il n'apporte rien de plus par rapport à ceux de 14, mais il est écrit très tardivement en 1972, et en quelque sorte, c'est Genevoix qui va à l'essentiel. Si vous avez l'occasion de lire, c'est très très court, et ça s'appelle La mort de près. C'est magnifique. C'est magnifique, et on voit un Genevoix qui effectivement oscille entre ce qu'on pourrait presque appeler l'esthétisme de la guerre, hein, c'est-à-dire effectivement cet éperon des éparges, submergé d'obus, de toutes couleurs, de fumée, etc. La guerre, c'est beau quand elle est industrielle et en couleur. Mais, en tout cas, ça peut exercer une certaine fascination. Mais bien entendu, et je terminerai là-dessus, la guerre industrielle, c'est un risque permanent, avec ce sentiment que décrit extraordinairement bien Maurice Genevoix, qui est que chaque soldat, chaque combattant se sent personnellement visé par un obus, dont il est persuadé qu'il lui est destiné à lui, tellement la densité de feu est considérable, si vous voulez. Hein, je cite Maurice Genevoix. « Il s'agit bien du danger de mort, d'une mort qui cesse d'être perçue comme un concept, mais tout à coup et continuellement comme une présence aussi réelle que, par exemple, celle d'un frelon qui va bourdonnant tout autour de votre tête, s'éloigne un peu, revient, vous horripile la peau du frôlement de ses ailes et qui, d'un instant à l'autre, peut piquer, va piquer. » Et un de ses soldats, il fait dire à un de ses soldats, dans ceux de 14, « Du moment qu'il dégringole partout, mètre par mètre, sur cette foutue crête, tous ceux qui sont dessus, sans bouger, tôt ou tard, prendront leur obus. » Et ce sentiment d'individualisation de la mort industrielle, tellement la débauche d'artillerie est, bien entendu, extrêmement grande. Voilà ce que je voulais voir avec vous, en manière introductive et en essayant d'ouvrir un certain nombre de pistes, si vous voulez, que nous allons maintenant retrouver tout au long de ces 2 journées. On va ensuite débattre et je vous remercie de votre attention.
Merci François. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions avant qu'on parte faire la visite, monsieur? Oui, j'ai raté les premières minutes, donc je suis désolé. Mais moi, c'est le concept de guerre industrielle, de l'industrialisation de la guerre que j'aimerais questionner. Je me rappelle de lecture de l'historien militaire britannique qui appelait justement, désignait comme industrialisation de la guerre celle des années 50-60 du XIXe siècle. En parlant de la guerre de Crimée, la guerre de sécession, de toutes les guerres européennes de cette période. Et puis je rajouterais ma question, est-ce que déjà les guerres de la Révolution française ne sont pas déjà des guerres d'industrialisation? Alors, vaste débat. Je n'ai pas voulu effectivement remonter trop loin, mais un historien britannique moderne qui s'appelle Geoffrey Parker a déjà effectivement a parlé de ce qu'il a appelé la révolution militaire, pour montrer que dès l'époque moderne, il y a, à l'aune en tout cas des régimes de développement de l'époque, il y aurait déjà, selon lui, une guerre industrielle ou proto-industrielle, je ne sais pas comment dire. Ce qui est certain, c'est que, à mes yeux, vous avez parfaitement raison sur au moins un point. Je serais plus partagé sur les guerres révolutionnaires, parce qu'elles me semblent ressortir plutôt du contexte XVIIIe siècle, même si le conventionnel Barère propose d'utiliser les gaz pour se débarrasser des vilains vendéens. On est là dans la tentation de la guerre totale, parce que c'est une guerre civile, sur ces guerres de la Révolution. Mais on n'est pas encore dans la guerre industrielle, parce que l'époque ne le permet pas non plus en termes de massification des effectifs. En revanche, je partage tout à fait votre avis, la guerre de Crimée est déjà un premier signe, par la mise en œuvre de moyens assez considérables pour l'époque, et alors plus encore, et là je suis complètement d'accord, la guerre civile états-unienne. La guerre civile états-unienne, je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que ce n'est pas non plus directement de notre sujet, mais je travaille actuellement sur une vaste synthèse sur les Français dans toutes les guerres depuis 1870 à nos jours, et la guerre de 70 innove déjà beaucoup. Mais la guerre états-unienne, la guerre civile états-unienne, vous avez déjà tous les ingrédients de la guerre 14. L'utilisation du chemin de fer, la guerre totale à l'égard des sudistes, les exactions à l'égard des populations civiles, la modernité des armements, etc. Là d'accord. Mais, si vous voulez, j'ai voulu me centrer, moi, sur la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de quand et pourquoi, durant la Grande Guerre, puisque même s'il y a des antécédents, c'est quand même la Grande Guerre qui nous occupe aujourd'hui, à partir de quand et comment et pourquoi peut-on parler d'industrialisation de la guerre. Voilà. Moi, je répète ma conviction, qui est appuyée sur une vingtaine d'années de recherche, c'est qu'on dit souvent, et un peu trop souvent à mon goût, que c'est l'année 1916 qui bascule dans l'industrialisation de la guerre. Et moi, je suis intimement persuadé, j'ai tenté de le prouver, qu'en 1914, on sait déjà que c'est une guerre industrielle, mais qu'il faut du temps pour lancer des programmes, et que ces programmes arrivent en action, si vous voulez, en 1916. C'est ça la question, une des questions essentielles, mis à part les questions d'organisation, ce sont des questions de chronologie, pour l'historien, me semble-t-il. Monsieur? Oui, remarquable votre sujet. Je vous félicite. Je voudrais amener un tout petit témoignage. J'aime bien quand on commence par remarquable, mais... J'amène de l'eau à votre moulin. Vous avez parlé de Adrien. Adrien a fait le fameux casque. Or, il y a eu le casque français, le casque allemand et d'autres casques. Est-ce que dans l'assistance, quelqu'un peut dire quel est le meilleur casque de l'armée? Et ça va, et vous allez comprendre. Quel est le pays qui a fait le meilleur casque pour vous? C'est l'armée allemande, puisque toutes les armées aujourd'hui portent un casque qui est très semblable à l'armée allemande de l'époque. C'est le casque anglais. Le Browning. Attendez, vous allez voir, mon professeur. Vous avez parlé des bombardements dans les tranchées. L'horreur des bombardements. Le meilleur casque, c'est lorsque le soldat se met à plat ventre et met
c'est en assiette plate anglaise sur l'arrière de la tête et il a l'havre-sac derrière. C'était la meilleure protection, paraît-il. J'ai appris ça dernièrement et je suis absolument estomaqué par cette idée. Qu'en pensez-vous? Et personne n'en parle. Pas tout à fait d'accord avec vous. Le techniquement, Brody, c'est le possible. casque anglais, est très protecteur si vous l'utilisez comme vous venez de le faire. Mais Mais on avait- au combat, c'est pas la meilleure protection quand même, hein. Oui, Et il est remarquable pour une chose, c'est qu'il peut servir de plat à barbe. et vous avez dit que c'était dans les tranchées qu'il y avait l'artillerie. Oui, oui, non mais bien sûr, vous avez raison, mais On a tous les deux. moi un peu plus que vous. Non mais regardez quand même, regardez la silhouette, et Paul ne me démentira pas, regardez la silhouette de tous les casques d'aujourd'hui. Oui, mais Alors ils sont plus en acier, ils sont en Kevlar. Aujourd'hui, il n'y a plus de bombardement comme autrefois. Ah bah d'accord, bah... Non, il n'y a plus de tranchées. On se bat Ah, contre la terre. ah ben vous savez, en Irak, Daguet, il y a quand même eu un certain nombre de tranchées. Et puis en Afghanistan, les protections, maintenant, elles sont en hauteur, elles se construisent au-dessus du sol, mais elles sont là. Non, non, le meilleur casque, c'est le casque allemand. Toutes les armées du monde ont copié ensuite ce Même casque. Star Wars, ils ont copié le casque. C'est lui qui descend le plus bas quand même derrière, est-ce qu'il couvre le plus, hein. Ok, comme on a une matinée un peu chargée, on va s'arrêter là, mais on aura bien évidemment l'occasion d'échanger. Merci François pour, je pense, cette bonne introduction. Je crois qu'on peut applaudir.